Bien, nous allons reprendre là où on en était, c'est-à-dire que j'étais en train de vous parler du noyau lenticulaire, ces noyaux pyramidaux de forme pyramidale qui se trouvent de part et d'autre des thalamus sur la partie latérale. Comme je disais, un noyau gris central qui est composé de deux parties, une partie externe qu'on appelle le putamen et une partie interne qu'on appelle le globus pallidus, composé du pallidum interne et du pallidum externe. Ce noyau lenticulaire va être limité donc, dans sa partie médiale par les thalamus et dans sa partie latérale par une autre structure qu'on appelle le claustrum. Claustrum dont on ne connaît pas vraiment l'utilité ni la fonction, pour être franc. On sait juste que c'est de la substance grise. Donc ça fait partie des choses qui restent encore à découvrir. Alors ensuite, ici, on peut voir un autre lobe qu'on n'a pas encore vu. C'est ce lobe qui se trouve au fond du sillon latéral. Le sillon latéral se trouve sur les côtés, au centre des deux hémisphères ici. On voit qu'on a une espèce de, disons une espèce de paroi granuleuse ici, enfin dentelée. C'est ce qu'on appelle le lobe de l'insula. Lobe de l'insula dont on ne connaît pas non plus la fonctionnalité, même si on pense que ça a un relais sur la conscience et sur le dégoût. Bon, soit. Et en fait, par rapport au claustrum, on voit qu'il est limité médialement par le putamen et latéralement par le lobe de l'insula. Et en fait, on a trois zones de substance blanche ici. On a une zone de substance blanche qui se situe entre le thalamus et le noyau lenticulaire. C'est ce qu'on appelle la capsule interne. Ensuite, entre le noyau lenticulaire et le claustrum, c'est la capsule externe. Et entre le claustrum et le cortex du lobe de l'insula, la capsule extrême. Et alors, ça, c'est des faisceaux de substance blanche qui forment ces capsules. J'ai pas précisé, d'ailleurs, la substance blanche, on appelle ça le centre ovale. Bon, c'est pas très important ici, mais je vous donne tout ce que j'ai en info. Euh, Ce qui est important aussi, c'est que, vous voyez, le claustrum, on ne sait pas s'il fait partie du putamen ou s'il faisait partie du lobe de l'insula. Parce qu'il est possible qu'il ait été séparé soit par le putamen avec le développement de la capsule externe, pardon, soit détaché du cortex de l'insula par la capsule extrême. On ne sait pas encore d'où cela vient exactement. Autre chose, il y a un lien entre le putamen et le noyau codé. Euh, c'est ce qu'on appelle le striatum, d'ailleurs, le lien entre ces deux structures, parce que embryologiquement, ils ont la même origine. Donc les deux s'appellent le striatum parce qu'il y a des stries qui les relient et qui forment un complexe au niveau de l'intégration motrice, donc au niveau de la motricité volontaire, que l'on ne verra pas du coup parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, que dire d'autre? Eh bien, on remarquera que j'ai tapissé tout le cortex par de la pymère en rouge et conservé le code couleur. Maintenant qu'on a vu tout ce qui se trouve autour, on va se baser sur le centre. Au niveau entre les thalamus, on peut voir plusieurs choses. Déjà, on voit une espèce de structure qui est reliée au corps calleux au milieu. Eh ben, c'est le corps du fornix qui est à plat et la petite tige qui va le relier, c'est le septum pellucidum. Je vous ai dit que c'est ce qu'on voyait en coupe sagittale. Là, en coupe frontale, évidemment, c'est vachement réduit. Eh bien, là, on a quatre, euh, enfin, je vais pas appeler ça quatre cavités, mais oui, allez, on va dire quatre cavités, même si on a une qui n'en est pas une. D'abord, je vous ai dit que comme le diencéphale est une cavité ventriculaire, elle est donc tapissée dans sa partie interne par de l'épendyme. Vous vous souvenez? Bon. Eh bien, l'épendyme, c'est tout simplement ce qu'on voit en bleu. L'épendyme est en bleu ici.
Donc on voit qu'on le retrouve un peu tout autour au niveau du centre. Ensuite, la fosse qu'on voit vraiment au centre, en dessous du corps du fornix, ça c'est ce qu'on appelle la fissure transverse du cerveau. C'est un trou en fait longitudinal, mais ce n'est pas une cavité liquidienne parce qu'elle est reliée à l'extérieur en fait. Ce qui fait que comme c'est l'extérieur, elle est tapissée par de la pimaire. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'un accolement pimaire épandine formait la toile choroïde? Eh bien, on a ici trois toiles choroïdes. On en a une en bas, c'est-à-dire une qui va former la toile choroïde qui va recouvrir la cavité du troisième ventricule. Et de chaque côté du fornix, pareil, on a une toile choroïde qui va être tendue entre le bord du corps du fornix et le thalamus. Parce que le long du fornix et le long des thalamus, il y a un ténia. Et donc, je vous ai dit qu'entre deux ténias, une toile choroïde allait être tendue. Et donc ici, on a bien deux toiles choroïdes qui partent de chaque côté des bords du corps du fornix. Et donc, vous remarquez qu'il y a deux cavités symétriquement par rapport à l'axe du septum pellucidum, limitées supérieurement par le corps calleux, latéralement par le noyau codé, inférieurement par le thalamus et, disons, médialement par la toile choroïde. Eh bien, ces deux cavités, c'est les deux ventricules latéraux qu'on a vus au tout début quand on a vu les cavités liquidiennes. Donc voilà, je vous présente. Là, ici, on voit le troisième ventricule qui est entouré de bleu en bas et les ventricules latéraux qui sont limités par les les cinq structures que je vous ai nommées juste avant. On a donc ici nos cavités liquidiennes et euh, autre chose importante, c'est que en dessous des thalamus, il y a deux petits trucs que j'ai marqués. Ces deux petits trucs qui font partie, donc en fait, médialement, on a l'hypothalamus qui est en bas sous le thalamus, et le petit truc rond, c'est ce qu'on appelle le subthalamus ou le sous-thalamus, et la substance noire ou la substantia nigra, qui font tous deux relais avec le thalamus. Encore une fois, tout ça, c'est lié au système moteur. Ensuite, je vous ai parlé des lobes temporaux tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il y en avait trois. Et d'ailleurs, on les voit ici sur le côté, un, 2 et 3. Mais on remarque trois autres gyrus juste en dessous. Et en fait, il faut savoir que le lobe temporal, il est assez important et il se développe aussi à l'intérieur du cerveau. Et en fait, on a donc l'apparition de deux autres sillons. Ici, un sillon pariéto-occipital et l'autre, c'est un sillon para-hippocampal ou hippocampique. Moi, je préférais hippocampal. Et du coup, ça limite le gyrus T4 qui est le gyrus temporo-occipital, le T5 qui est le sillon para-hippocampal et le sixième, le T, ici, c'est pas un T6, c'est un gyrus qu'on appelle le gyrus dentelé ou gyrus dentatus. C'est au niveau de ce gyrus dentatus que l'on va avoir la structure la plus primitive du cerveau. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui, si je peux faire un lien avec la pathologie, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour avoir une hémiplégie complète, c'est-à-dire une paralysie d'un hémicorps complet? Bon, eh bien, il faut savoir qu'au niveau de la motricité, j'en parle très rapidement, en fait, la motricité, c'est une voie qui est descendante. Elle part du cortex et elle aboutit vers la périphérie, justement, pour permettre justement la coordination motrice. Eh bien, il faut bien imaginer que toutes les fibres motrices vont passer par la capsule interne, donc entre le thalamus et le noyau codé. Le noyau lenticulaire. Il y a deux faisceaux. Il y a un faisceau brachiofacial et un faisceau crural. Brachiofacial pour bras et tête et crural pour les membres inférieurs et la hanche et tout ça. Et donc, ces faisceaux vont passer par là.
par la capsule interne. Si on faisait une coupe horizontale du cerveau, c'est-à-dire perpendiculaire à cette coupe-là, on verrait que les faisceaux se concentrent sur moins d'1 cm². Et donc, si on a un AVC profond, une atteinte ischémique profonde, eh bien, on aurait toutes les fibres motrices qui seraient altérées et détruites, et on aurait là tout l'hémicorps complètement euh, paralysé. C'est ce qu'on appelle ici une paralysie proportionnelle ou proportionnée. Voilà, c'est l'idéal pour avoir une hémiplégie complète. Sinon, suivant la zone du cortex qui va être touchée, eh bien, on aura telle ou telle partie du corps, soit une paralysie brachiofaciale, soit une paralysie crurale, en fonction de quelle artère cérébrale va être touchée. J'adorerais vous en parler en détail, mais malheureusement, je vais pas avoir le temps de vous parler de la vascularisation du cerveau. Sinon, il faudrait rajouter une 3e heure à cette conférence. J'en serais ravi, mais je pense que vous, un peu moins. On va terminer la description du névrax par les cellules gliales. Alors, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec le névrax? Les cellules gliales forment en fait les cellules de soutien autour des neurones, et c'est en fait ce qui va former l'environnement nerveux. Les cellules gliales, il en existe 4 types que j'ai représentés ici. Euh, alors j'ai représenté en noir 2 neurones qui sont reliés entre eux par une synapse. Et donc ce qui va se passer, c'est que alors, il y en a 4 types, j'ai dit, de cellules gliales. Il y a les astrocytes, la grosse cellule bleue qui est à gauche ici, c'est des cellules extrêmement importantes. On a les oligodendrocytes, les cellules oranges, les cellules qu'on appelle les épendymocytes qui sont en rose en bas, et enfin les microglies qui sont en bleu plus clair tout en haut avec le très gros noyau. On va les décrire ensemble. D'abord, les astrocytes. Les astrocytes sont, comme j'ai dit, de grosses cellules étoilées avec beaucoup de prolongements cellulaires. Et en fait, c'est des cellules qui vont former la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire que c'est des cellules qui vont faire le relais entre, d'un côté, les neurones et de l'autre côté, ici, un capillaire sanguin. Alors, le relais se fait au niveau d'une synapse. Moi, au début, je croyais que le relais se faisait directement sur un corps cellulaire, mais non, ça se fait sur une synapse. On a donc une sorte de synapse trivalente, ce qui est assez élégant, je trouve. C'est donc par là que va pouvoir passer tous les médiateurs, neurotransmetteurs, etc. Tout ce qui va devoir passer dans le sang. Ça va traverser le prolongement cellulaire, traverser le corps cellulaire pour pouvoir justement être acheminé directement, sans être finaliste, dans le capillaire sanguin. Je rappelle qu'un capillaire sanguin est non seulement a non seulement une structure différente que les artères du corps humain, c'est-à-dire que, petite piqûre de rappel pour ceux qui savent déjà, et sinon, à savoir que les capillaires sanguins sont formés de cellules endothéliales qui sont repliées sur elles-mêmes, ce qui forme une sorte de tube parce qu'elles sont empilées les unes derrière les autres. Et donc, il faut bien imaginer qu'il y a une très courte distance entre le corps cellulaire de l'astrocyte et la lumière du capillaire. Et donc, ça va pouvoir passer très facilement par diffusion simple. Donc ça, c'est les astrocytes. Maintenant, on a les oligodendrocytes, les cellules oranges. Vous pouvez un peu voir à quoi elles servent. Ce sont des cellules dites myélinisantes, c'est-à-dire que c'est elles qui vont produire la gaine de myéline autour des axones. Et je rappelle que la myélinisation des axones permet une transmission du potentiel d'action beaucoup plus rapide que s'il n'y en avait pas. C'est donc absolument primordial. Et c'est important de se rendre compte qu'en fait, il y a 2 types d'oligodendrocytes. Il y a les oligodendrocytes, disons, encéphaliques, c'est-à-dire
ceux qu'on va retrouver dans le cerveau, on appelle ça les oligodendrocytes, mais il en existe aussi dans les nerfs, sauf que le nom change. C'est plus des oligodendrocytes, mais des cellules de Schwann. Donc, à bien comprendre que les cellules de Schwann, c'est pas dans le cerveau, mais dans les nerfs. Hein. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de nerfs dans le cerveau. C'est un des seuls organes qui n'est pas innervé. Le seul organe qui n'est pas innervé, ce qui est assez drôle d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs au passage qu'on puisse faire de l'électrophysiologie en chirurgie éveillée. Voilà. Ensuite, alors oui, pardon, je ne l'ai pas précisé, pour la pathologie, une atteinte des astrocytes, c'est des tumeurs qu'on appelle astrocytomes. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est des tumeurs qui sont assez fréquentes chez l'enfant et l'adolescent. Enfin, en tout cas, les tumeurs juvéniles sont justement des astrocytomes. On appelle ça justement des astrocytomes juvéniles, si ma mémoire est bonne, mais c'est à revérifier si jamais. Une atteinte des oligodendrocytes sont dans le cerveau des oligodendromes et dans les nerfs des schwannomes. Ou alors c'est schwannome par extension, mais il faudrait parler d'oligodendrome. D'ailleurs, on dit astrocytome, je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas oligodendrocytome. Bref, c'est un détail. Ensuite, les cellules de l'épendyme. Enfin, les épendymocytes sont justement les cellules qui vont former le revêtement épendymaire qui va tapisser la paroi du canal de l'épendyme et les parois des cavités ventriculaires intracérébrales. Ce sont donc ces cellules qui ressemblent un peu à un épithélium intestinal, sauf qu'on n'a pas de microvillosité, mais on a des expansions cytoplasmiques qui vont justement produire aussi ce liquide cérébrospinal et va pouvoir le faire circuler. Donc ce sont ces cellules-là. Enfin, en bleu ciel, les microglies. Les microglies sont des macrophages. Ce sont les cellules immunitaires du système nerveux central qui forment la première ligne de défense contre les pathogènes au niveau du système nerveux central. On voit bien que c'est des macrophages, on voit que c'est des cellules avec un noyau énorme. Donc voilà comment on a ces cellules gliales atteintes des épendymocytes, c'est des épendymomes. Et alors, je ne crois pas qu'il existe de tumeurs pour les microglies. J'ai jamais entendu parler de microgliome, mais comme c'est des macrophages, je pense que c'est encore différent. En tout cas, voilà pour les cellules gliales. Et du coup, ça nous permet de conclure sur la description du névrax. Alors, maintenant qu'on a bien tout vu, il est temps maintenant de mettre en relation tout ça. Parce que là, je vous ai bourré le crâne avec tout plein d'infos, tout plein de mots, tout ça. Maintenant, on va tout mettre en relation sur les voies de la sensibilité. Alors, premièrement, si je reprends mon schéma de cerveau ici, il faut comprendre que les voies de la sensibilité vont être concentrées sur un cortex cérébral, mais qui est situé au niveau du gyrus post-central du lobe pariétal. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, séparé antérieurement par le sillon central et postérieurement par le sillon post-central, justement. Et ce gyrus, c'est ici que va aboutir les voies de la sensibilité. Je vous ai dit que la motricité, c'était une voie descendante qui part du cortex et qui part du cortex pour le mouvement volontaire, non, qui part du cortex tout court et qui aboutit aux muscles effecteurs, les principaux effecteurs qui sont les muscles squelettiques, les striés squelettiques. Mais là, la sensibilité, c'est une voie ascendante. Ça part de la périphérie et ça remonte vers le névrax. Et donc, c'est là que va aboutir justement les voies de la sensibilité. Si jamais on fait une coupe frontale qui passe par le gyrus post-central, ça nous donne ça. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle l'homonculus sensitif de Penfield et Rasmussen. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont entendu parler. En fait, c'est, comment dire ça? C'est une projection
de la sensibilité du corps humain sur la surface du gyrus postcentral. C'est-à-dire que l'homonculus est un petit homme dont l'anatomie va s'étaler de latéralement jusqu'à médialement, jusqu'à la partie médiale du gyrus. C'est-à-dire que si on regarde dans l'ordre, on va avoir la partie latérale du gyrus qui est au-dessus du sillon central qui va, euh, réguler, enfin, pas réguler, mais qui va recevoir la sensibilité venant de la face et plus précisément pas mal développée au niveau de la langue et des lèvres. Et merci. Et ensuite, dans la partie supérieure, on va avoir la sensibilité du membre supérieur et plus précisément de l'index qui va être particulièrement développé et sensible. Ensuite, sur la partie médiale, on va avoir le tronc et le membre inférieur ainsi que les parties génitales externes. Et ça s'arrête jusqu'au-dessus du sillon du cingulum, comme on peut le voir ici. On a donc une répartition du corps humain sur ce gyrus. Ça veut dire que si on a une atteinte au niveau d'un endroit du cortex, ça va entraîner une perte de la sensibilité à un endroit précis. Par exemple, si on a une atteinte de d'une artère cérébrale moyenne, par exemple, ça va nécroser au niveau du gyrus postcentral, la partie latérale, eh bien, on va avoir une perte de la sensibilité brachiofaciale, par exemple. Et si c'est une artère cérébrale antérieure, ça va être la partie médiale qui va être nécrosée, et donc on va avoir une perte de sensibilité crurale au niveau du membre et du tronc. Voilà. Et ça, c'est très important pour la suite. Alors, il existe un homonculus moteur également, c'est exactement le même schéma, sauf que c'est sur le gyrus précentral cette fois, mais c'est exactement le même homonculus. Voici à quoi va ressembler nos voies de la sensibilité. Alors déjà, une voie de la sensibilité peut être soit consciente, soit inconsciente. Et donc, cela va changer enfin, j'arrive plus à parler. Elles vont être consciente ou inconsciente en fonction de la localisation euh, de la fin des voix. C'est-à-dire que, je suis désolé, j'ai du mal à trouver mes mots là, vu qu'il est tard. Pour faire simple, les voix, les sensibilités conscientes aboutissent sur des voies corticales, c'est-à-dire sur du cortex cérébral. Si ça n'aboutit pas au cortex cérébral, on va appeler ça une sensibilité sous-corticale, une voie sous-corticale. Et alors, la voie sous-corticale, en fait, c'est une voie cérébelleuse au niveau du cervelet. Voilà. Et ça, on va le voir. Il existe trois types de sensibilité. Sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire une sensibilité au niveau de la peau vis-à-vis du milieu extérieur. Donc ça, c'est une voie consciente, d'accord? C'est une sensibilité consciente. Et cette sensibilité extéroceptive va contenir deux voies. Une voie qu'on appelle ici dans le ciel la voie spinothalamique et qui va être responsable de deux tacts. Un tact protopathique, c'est-à-dire la sensibilité grossière non discriminative, et une sensibilité qu'on appelle thermoalgésique, c'est-à-dire sensibilité vis-à-vis de la douleur et de la température. Protopathique, ça veut dire quoi? Je vous ai dit sensibilité grossière non discriminative. Ça veut dire que si on vous pique le doigt avec une petite pointe, vous serez incapable, vous allez sentir la pointe, mais vous serez incapable de déterminer combien de pointes vous touche, en fait, si vous avez cette voie qui est altérée. Donc ça, c'est la voie spinothalamique, tact protopathique et thermoalgésique. Ensuite, on a une autre voie extéroceptive qui est consciente également, parce qu'elle a votre cortex, qui est qu'on appelle la voie cordonale postérieure, qu'on appelle aussi la voie du lemnisque médian. Mais retenez cordonale postérieure. Et la voie cordonale postérieure va gérer le tact épicritique. Elle est opposée au tact protopathique parce que ça va être justement la sensibilité fine, sensibilité discriminative.
Ce qui veut dire que pour savoir si cette voie est altérée ou non, on va piquer la pulpe du doigt du patient. S'il arrive à déterminer combien de pointes le touche, eh ben, on sait que la voie du cordon postérieur n'est pas altérée. Donc ça, c'est la voie extéroceptive, sensibilité extéroceptive. Ensuite, on a la sensibilité proprioceptive. Donc on a vu que l'extéroceptive, c'était vis-à-vis du milieu extérieur, donc au niveau de la peau. Et la sensibilité proprioceptive va être la sensibilité qu'on va appeler ostéo-articulaire, donc vis-à-vis des ligaments et des tendons et des articulations. J'ai représenté ici l'articulation du genou, mais ce n'est pas important, c'était juste pour illustrer. Et elle va contenir deux voies proprioceptives, une voie proprioceptive consciente et une autre inconsciente. La voie proprioceptive consciente va emprunter exactement le même trajet et va être en fait couplée à l'extéroception consciente avec la voie du cordon postérieur. Vous voyez ici que les voies violettes se rejoignent, c'est-à-dire que la voie cordonale postérieure va contenir une part extéroceptive et une part proprioceptive consciente. Vous voyez? Ça peut paraître difficile, mais dites-vous juste que cette voie du cordon postérieur va gérer deux voies différentes, conscientes. Ensuite, on a la voie proprioceptive inconsciente qu'on appelle la voie spinocérébelleuse. Et donc, comme c'est une voie inconsciente, elle va non pas aboutir au cortex cérébral, mais au cortex cérébelleux du cervelet. Et enfin, la troisième sensibilité est la sensibilité interoceptive, ce qu'on appelle la sensibilité viscérale également. Et c'est une sensibilité qui est un peu particulière parce que, en fait, on ne sait pas exactement quel chemin elle prend, ni de quelle manière elle va aboutir réellement. Mais ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et c'est une voie qui est Et donc, c'est une voie qui va emprunter non pas le système nerveux périphérique comme les deux précédentes voies, mais elle va utiliser le système nerveux sympathique ou végétatif ou involontaire. Voilà. Et donc, nous allons détailler en fait le trajet des neurones dans chacune des voies. Et vous verrez que c'est là que tout prend sens finalement. Alors, d'abord, la sensibilité extéroceptive sur la voie spinothalamique. Alors, il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on peut croire, entre la peau et le cortex cérébral, il y a 3 neurones, mis bout à bout, ce qui est, vous en conviendrez, très peu. Et justement, on va pouvoir suivre ces 3 neurones. Alors, je vous ai dit que c'était une sensibilité vis-à-vis du milieu extérieur, c'est-à-dire que le premier neurone va partir directement de la peau. D'accord? La peau. Et donc, le premier neurone, on l'appelle protoneurone. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le protoneurone, je rappelle que la sensibilité est une voie afférente. Ça veut dire donc que ce qui va être afférent au niveau du neurone, ça va être les dendrites. Et ce qui va être efférent, ça va être les axones. Donc ici, c'est bien une dendrite qui arrive. On a la dendrite du protoneurone qui va remonter et qui va passer par un des deux rameaux, donc ventral ou dorsal, ça c'est pas important. Ici, en l'occurrence dorsal, elle va remonter le nerf spinal et comme c'est une voie sensitive, eh bien, on va emprunter la racine sensitive du nerf spinal et donc je vous ai parlé des ganglions spinaux sensitifs, et bien voilà à quoi ils servent, enfin à quoi ils servent. Voilà pourquoi ce sont des ganglions. En fait, c'est pas vraiment un ganglion, c'est juste un renflement parce que c'est là que va se placer les corps cellulaires des protoneurones, justement. Donc, vous voyez que le corps cellulaire du protoneurone va se placer dans le ganglion spinal. Et donc, c'est un neurone, comme on peut le voir en T, qui a une forme de T. Et donc, il va recevoir une afférence directement de la peau. Et il va présenter un axone qui va rentrer dans la moelle spinale, dans le cordon postérieur.
dans la corne postérieure de la substance grise et elle va faire sa synapse avec le deutoneurone, avec le corps cellulaire du deutoneurone qui se présente dans la tête de la corne postérieure. Et ensuite, l'axone du deutoneurone va croiser la ligne médiane, comme on peut le voir, et il va se projeter dans un endroit qui se situe au niveau de la corne antérieure, enfin, dans la substance blanche qui se trouve entre la jonction du cordon latéral et du cordon ventral de la moelle spinale, et elle va former ce qu'on appelle le faisceau ou tractus spinothalamique. Et alors là, on a ce qu'on appelle une somatotopie. Il y aura une organisation spécifique des axones des deutoneurones. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on va avoir ici une organisation en fonction de quel neurone va arriver. Il faut bien imaginer que je vous ai parlé de myélomère. Il est évident que les premiers neurones à rentrer dans le faisceau, ça va être les neurones situés tout en bas de la moelle spinale. C'est-à-dire, ça va être les neurones sacrés. Et donc, les neurones sacrés vont se placer dans la partie la plus profonde du tractus, c'est-à-dire latéralement ici, en gris clair. Vous voyez? Et donc, les neurones, en fonction que l'on va remonter dans le névrax, il y a de plus en plus de nerfs qui arrivent. Et donc, parce qu'en fait, on va avoir un neurone par racine. Sauf que je vous ai dit qu'un nerf spinal, il y avait eu 6 racines sensitives, donc ça fait 6 neurones. 6 neurones fois 30 nerfs spinaux. Donc, vous voyez, là, ça commence à chiffrer en 160 neurones. Eh bien, ces 160 fibres vont s'organiser, elles vont s'empiler les unes contre les autres. Et donc, on va avoir une organisation latéralement avec les neurones sacrés, puis lombaires, puis thoraciques, puis cervicaux en noir médialement. D'accord? Et ensuite, donc évidemment, ce faisceau va s'épaissir en fonction que l'on va remonter dans le névrax. Et donc, il sera à son apogée, enfin, il sera à son épaisseur maximale tout en haut de la moelle spinale. Et une fois que le faisceau va être formé, il va remonter le névrax, ici en bleu, et c'est toujours les deutoneurones. Il va traverser le mésencéphale, rentrer dans le cerveau et va se projeter dans dans un des noyaux du thalamus, le noyau ventrolatéral postérieur. Et c'est ici qu'il va faire sa synapse avec le troisième neurone. Donc le troisième neurone, alors le premier c'était protoneurone, le deuxième c'était deutoneurone, donc le troisième c'est, et non, c'est pas tiersoneurone ou trétoneurone, c'est le neurone thalamocortical. C'est un piège. Et donc justement, ce neurone thalamocortical va faire ses projections sur tout le cortex pariétal en fonction de la zone concernée. Donc là, le faisceau va se dissocier. Vous voyez? Voilà. Et donc, on a ça. Et donc, il faut bien imaginer que les neurones qui étaient situés les plus médialement vont se projeter sur la partie latérale, puisque ça va être la face, le plus haut. Vous voyez? Et plus on va descendre dans le corps, plus on va se projeter sur la partie médiale du gyrus, vous voyez, en respectant l'homunculus de Penfield. Et donc voilà comment se forme la voie spinothalamique. Maintenant, on va voir la voie du cordon postérieur, ou voie cordonale postérieure, qui, je le rappelle, forme la sensibilité extéroceptive consciente et la proprioception consciente également. Comme tout à l'heure, c'est le même principe à chaque fois. On a un protoneurone qui va arriver par le nerf spinal, racine sensitive, corps cellulaire dans le ganglion, axone qui va rentrer dans la corne postérieure, mais
qui va sortir de la corne postérieure pour se projeter directement dans justement le cordon postérieur de la moelle. Donc, oui, à chaque fois, je vous présente une moitié, hein, mais c'est le même, ça fait la même chose des deux côtés, hein. Et donc, comme tout à l'heure, on va avoir une somatotopie. Les premiers neurones à se mettre tout au bout vont être les neurones sacrés, puis lombaires, puis thoraciques, puis cervicaux. Et on va avoir la formation du cordon postérieur. Et donc là, vous pouvez remarquer qu'on ne va pas croiser la ligne médiane tout de suite, hein. Et là, on est toujours sur le protoneurone. D'accord? On n'a pas eu de synapse encore. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, pardon, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que la somatotopie va être tellement efficace, il va y avoir une telle densité de neurones que, en fait, le cordon postérieur va être dissocié en deux parties, en fait. Et c'est pour ça que tout en haut de la moelle allongée, on va avoir deux sillons. C'est parce qu'en fait, on va avoir l'apparition d'un sillon ici qui va en fait, donc je vous ai dit que le cordon postérieur va se diviser en deux, c'est-à-dire que le cordon qui va être situé médialement va contenir les neurones sacrés et lombaires, et le cordon qui va être situé latéralement va être composé des neurones thoraciques et cervicaux. Et ça va former en fait ce qu'on appelle des processus graciles et cunéiformes. Et on va avoir les noyaux ici, noyaux graciles, noyaux cunéiformes. Et c'est au niveau de ces noyaux que la synapse va se faire avec le deutoneurone et qu'on va croiser la ligne médiane. Et ici, à cet endroit, quand tous les neurones croisent la ligne médiane, en fait, ça va former ce qu'il faut bien comprendre, que ici, c'est tous les neurones qui croisent en même temps. Et si on fait une coupe d'un vrai tronc cérébral à cet endroit-là, on va voir la décussation de tous les neurones et ça va former une pomme de pin. C'est pour ça qu'on appelle ça la décussation piniforme. Et donc, comme je l'ai représenté ici, en fait, j'ai représenté un noyau, donc gracile ou cunéiforme, on s'en fiche. Mais ici, la synapse va se faire avec le deutoneurone. On va croiser la ligne médiane, même si ce n'est pas marqué clairement ici. Et on va remonter ici le mésencéphale et jusqu'au noyau ventrolatéral postérieur. Et alors, pourquoi? Alors, par rapport à ce que je dit au début, le faisceau donc, va former en fait un ruban quand il va remonter dans le cerveau. Et ruban, en latin, ça se dit lemniscus. Et c'est pour ça qu'on parle de la voie du lemnisque médial. Parce qu'il existe un ménisque latéral qui correspond aux voies auditives, mais c'est clairement pas le sujet. Et donc, la synapse va se faire avec le troisième neurone et on va avoir le neurone, le thalamocortical, qui va refaire relais au niveau du cortex du gyrus postcentral du lobe pariétal. Donc ça, on a vu la voie proprioceptive inconsciente, enfin la voie coordonale postérieure. Maintenant, on va voir la voie spinocérébelleuse pour la sensibilité proprioceptive inconsciente. Là, c'est encore différent parce que vous vous souvenez que je vous ai dit que c'était une voie inconsciente, donc elle est sous-corticale. Donc en fait, on ne va pas aboutir au cerveau. On va le voir. Comme tout à l'heure, comme d'habitude, on va avoir le protoneurone qui va arriver par la racine sensitive du nerf spinal, ganglion, et quand l'axone du protoneurone va rentrer dans la corne postérieure, elle va se dissocier en deux. Enfin, c'est un pléonasme dire dissocier en deux, mais bref. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux noyaux dans la corne dorsale. Il va y avoir un noyau qui va être dorsal, qui va être situé en direction du cordon dorsal, et un noyau ventral qui va être situé vers le cordon ventral. Et donc, on va avoir la synapse qui va se faire avec le deutoneurone de chaque noyau. Ensuite, les deux noyaux
vont aboutir à un tractus chacun. On va avoir donc le deutoneurone d'abord du noyau dorsal qui va rester du même côté, sortir et se mettre dans la partie postérieure du cordon latéral pour former le tractus spinocérébelleux dorsal. Donc ici, on reste du même côté et on va remonter le névrax. Et l'autre, le deutoneurone du noyau ventral, ici, il va croiser la ligne médiane pour se projeter et faire un faisceau spinocérébelleux ventral au niveau de la partie antérieure du cordon latéral. Et il va remonter le névrax. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le schéma que je vous ai mis tout à droite. C'est-à-dire, là, c'est une coupe sagittale médiane du tronc cérébral, comme je vous avais montré tout à l'heure. Alors là, suivez bien. Le tractus spinocérébelleux dorsal va remonter le névrax, va rentrer dans le cervelet et va se projeter dans la partie inférieure du vermis. D'accord? Donc là, on est ici. L'autre voie, donc la voie ventrale, va recroiser la ligne médiane au niveau du mésencéphale, va redescendre et se projeter dans la partie supérieure du vermis. Donc c'est là que va aboutir la voie de la sensibilité proprioceptive inconsciente, donc la voie spinocérébelleuse. Et je vous ai dit, quand je vous ai parlé des fonctions du vermis au niveau du paléocervelet, qu'il gérait le tonus musculaire. Je vous ai dit que le tonus musculaire, c'était une motricité involontaire, induite par la sensibilité inconsciente. Eh bien, la sensibilité inconsciente, on vient de la voir ici, et donc on va avoir un relais sur les voies extrapyramidales, parce que la motricité, on a la motricité consciente qui sont les voies pyramidales dans le cerveau et inconscientes les voies extrapyramidales dans le cervelet. Et donc, on va avoir un relais avec les voies extrapyramidales qui vont redescendre le long du névrax pour former le tonus musculaire. Donc, voici comment se forme la voie spinocérébelleuse de la voie de la sensibilité proprioceptive inconsciente. Maintenant, on va terminer avec la sensibilité interoceptive avec la voie viscérale. Alors, là, c'est un peu plus... Alors, c'est pas forcément plus complexe, mais c'est un peu plus long. Il faut bien comprendre que je vous ai parlé ici de la chaîne ganglionnaire latérovertébrale, chaîne sympathique, qui va longer la moelle spinale de tout son long. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir au niveau des grosses artères, donc par exemple au niveau de l'aorte, on va avoir ce qu'on appelle un plexus prévertébral, c'est-à-dire un endroit dans lequel va passer justement le neurone de la sensibilité viscérale. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les viscères, les organes sont innervés par des neurones sympathiques, donc végétatifs, de ça justement, par ce qu'on appelle un nerf viscéral. D'accord? Nerf viscéral qui va relier le viscère au plexus prévertébral. Et c'est par là que va passer la dendrite du protoneurone qui part justement de l'organe. OK? Maintenant, le plexus prévertébral va être relié au ganglion sympathique par un nerf qu'on appelle le nerf splanchnique. Or, splanchnos en grec, ça veut dire le viscère. Donc, on comprend bien. Donc, heureusement qu'ils n'ont pas appelé ça nerf viscéral et nerf viscéral, parce que ça aurait été un peu le bordel sinon. Et donc, si jamais on fait le trajet, donc là, suivez bien. On part du viscère. Ici, c'est par exemple un morceau de gros intestin. Le protoneurone, le dendrite du protoneurone part du viscère, passe par le nerf viscéral, par le plexus prévertébral, par le nerf splanchnique, par le ganglion sympathique, par le rameau communicant blanc, nerf spinal, racine sensitive, corps cellulaire dans le ganglion spinal. Et donc, on voit que tous les corps cellulaires sont dans le ganglion. C'est bien pour ça qu'on a un renflement à cet endroit-là. Et là, on va avoir
l'axone du protoneurone qui va rentrer dans la corne postérieure. Et vous vous souvenez, quand je vous ai montré la coupe du tube neural médulaire, vous vous souvenez que la partie entre la partie motrice et la partie sensitive, c'était la partie végétative au milieu. Eh bien, c'est ici. C'est donc au milieu, ici, donc entre les deux cornes, que l'on va avoir la synapse avec le deutoneurone. Le deutoneurone va croiser la ligne médiane et va remonter dans le névrax. Et c'est là qu'on ne sait pas exactement dont on ne connaît pas exactement le trajet. On sait juste que ça va parcourir ce qu'on appelle la substance réticulée au niveau du mésencéphale et pour aboutir pour aboutir au thalamus et ensuite au cortex. Et là, et c'est là où c'est fort, c'est parce que il va y avoir, vous voyez que j'ai marqué ici un truc au critérium là. En fait, le protoneurone va faire des projections sur les deutoneurones de la voie de la sensibilité extéroceptive consciente. Et alors ça va se faire sur 2 ou 3 niveaux en dessous et 2 ou 3 niveaux au-dessus. Et alors, ça veut dire que la voie viscérale va être connectée à la sensibilité au niveau de la peau. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, quand on va avoir un infarctus du myocarde, eh bien, on va avoir une douleur au niveau de la peau, de la partie inférieure du bras, de l'épaule, du cou et de la mandibule. Parce que justement, le nerf le nerf sensitif, enfin le nerf viscéral cardiaque, eh bien, il va se projeter sur justement la sensibilité de la peau de ce qui va être autour, c'est-à-dire le bras et le cou et la mandibule et la mâchoire. On va donc avoir ce qu'on appelle une douleur projetée. Et donc, c'est pour ça que lors d'une cholécystite, donc quand on a un problème à la vésicule biliaire, on va avoir mal à l'endroit qu'on appelle le point de Murphy, qui va se situer entre le sillon latéral du ventre et le rebord costal. Et c'est donc, on a mal au niveau de la peau quand on a une cholécystite, on n'a pas mal à l'intérieur. C'est pour ça aussi lorsqu'on fait une appendicite, on a mal au niveau entre l'ombilic et la, la crête iliaque postéro-antérieure et ce qu'on appelle le point j'ai oublié le nom. Le point de Murphy et le point de c'est en B. Je sais que c'est en B. Enfin bref, c'est pas important. Et donc, on a une projection de la douleur au niveau de la peau. Et c'est pour ça que quand on a mal au ventre, eh bien, on a mal au niveau de la peau. Et justement, c'est très fort au niveau adaptatif parce que ça veut vraiment dire que sans ça, on ne saurait pas qu'on a un problème viscéral. Vous voyez? Et ça fait partie des choses que je trouve extrêmement passionnantes. Eh bien, écoutez, nous avons terminé les voies de la sensibilité. Et donc, c'est ce qui va conclure notre présentation sur le système nerveux central. Je vous remercie pour votre